Bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes député européen, vous êtes coprésident du parti de gauche. Je rappelle qu'à l'élection présidentielle de 2012, vous avez recueilli 11% des suffrages. Vous avez également été sénateur socialiste de l'Essonne et ministre de Lionel Jospin. Vous êtes aujourd'hui tête de liste aux élections européennes pour le Front de gauche, pour le Sud-Ouest. Vous êtes opposé, très opposé au gouvernement de Manuel Valls et à François Hollande. Vous dites, je vous cite, qu'ils sont comme deux olives dans un pressoir. Il faut rappeler que vous les avez bien connus lorsque vous étiez membre du Parti socialiste. Vous dénoncez aujourd'hui, avec votre vigueur bien connue, l'austérité et la rigueur. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Bonjour. par Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Alors, en 2012, les députés du Front de gauche sont abstenus sur la déclaration de politique générale de Jean-Marc Ayrault. 2014, vous votez contre la déclaration de politique générale de Manuel Valls. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste la personnalité entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, ou est-ce que c'est l'orientation politique du quinquennat de François Hollande qui a changé? Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez raison de noter la différence. Je ne suis pas le mieux placé pour en rendre compte, car nous avons un usage assez particulier, que pour ma part je désapprouve, qui est que le groupe se prononce sans consulter personne, et chacun de ces éléments ensuite vote comme il veut. Vous n'auriez pas voté comme ça? Non, c'est la pratique que je désapprouve, c'est l'organisation. Non, après, je le comprends. Les deux votes ont un sens. Le premier, c'est une appréciation qu'avaient mes amis de l'état de l'opinion de gauche. Il ne faut jamais poser d'actes qui risquent d'être totalement incompris. Le gouvernement venait de s'installer, la gauche venait de l'emporter contre Nicolas Sarkozy. Un certain nombre d'entre nous pensaient qu'il pouvait faire autre chose que du Hollande et du Ayrault, c'est-à-dire une politique plus à gauche. N'arrivaient pas à croire à ce que je leur annonçais de ce que serait la politique de François Hollande. Vous l'aviez pressenti, vous l'aviez pressenti. De longue main. Oui. Je connais ces textes depuis les années 80, je suis celui qui en a ramené quelques-uns à la surface. François Hollande a toujours été, reconnaissons-lui ce mérite, calé sur cette orientation. Alors entre les deux, que s'est-il passé? Un mûrissement de l'opinion? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos milieux de gauche engagés, tout ce que nous voyons n'a plus rien à voir avec le minimum de ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un gouvernement de gauche. C'est un homme du Parti socialiste, membre du bureau national, Gérard Filoche, qui a dit que ce gouvernement n'avait plus rien de socialiste. Ce qui, dans sa bouche, est assez remarquable, car il a toujours été à la fois à la gauche du parti, mais plein de mansuétude pour justifier la permanence de son adhésion au mouvement socialiste, qui est une absurdité à mes yeux. Donc vous partagez ce point de vue. Ce gouvernement n'a plus rien de socialiste. Oui, la politique qu'il pratique est une politique économique de droite. Elle a sa logique, sa justification. Si les Français avaient voté à droite à l'élection présidentielle, ils auraient eu cette politique à quelques nuances près. Bon, maintenant c'est un gouvernement de gauche que les gens pensaient avoir élu. Ne m'en veuillez pas de protester de cela, car moi-même, si j'avais su que les choses prendraient cette ampleur, si vraiment j'en avais été totalement convaincu, eh bien peut-être que je ne me serais pas comporté comme je l'ai fait le soir du premier tour, où j'ai dit sans condition, nous appelons à battre Nicolas Sarkozy, parce que je pensais à ce moment-là qu'il y avait une différence de nature entre la politique économique de l'un et la politique économique de l'autre. Je ne parle pas des personnes, hein. Les personnes, je les mets toujours de côté. Le fond de l'affaire est la politique économique. Comme vous venez de le rappeler, François Hollande, en effet, est issu des réseaux de Lorient, a toujours été à la droite du PS. C'est pas une surprise, en fait, son orientation plutôt social-libérale, qui soutient l'Union européenne telle qu'elle est actuellement. Oui. Ce n'est pas une surprise. Non, vous avez raison. Non, C'est pas une surprise, mais admettez que d'abord on a aussi un cœur en plus du cerveau. Donc votre raison vous dit quelque chose, et puis votre cœur vous dit quand même. Il le fera pas. Bon, ça se passera pas comme ça. Ouais. Comment aurais-je pu imaginer que quelqu'un qui venait de dire qu'il ne toucherait pas à la retraite l'amènerait à 66 ans? C'est lui qui a fait ça, personne d'autre. Nous en sommes restés les bras ballants de stupeur, surtout en le voyant à la télévision, avec sa mine qui n'appartient qu'à lui, dire qu'il protégeait, ne touchait pas à l'âge légal de départ à la retraite. Et le même homme signe une lettre à la Commission européenne en disant « Mais de toute façon, comme la moyenne d'entrée dans la vie active, c'est 23 ans, plus 43 ans de cotisation égale 66 ».
Donc cet homme est dans une duplicité permanente dont je n'imaginais pas l'ampleur. Pourtant, j'admets qu'il y avait des prémices. Souvenez-vous de François Hollande, jeune membre du cabinet de Max Gallo, écrivant pour lui le livre « La Troisième Alliance », qui est une espèce de manifeste blairiste, où François Hollande, jeune dirigeant du Parti Socialiste, faisant semblant d'être l'auteur d'un livre de droite et parlant anonymement à la radio, ça s'appelait Caton, je crois. Donc cet homme est plein d'une duplicité, que certains appellent de l'humour, mais dont moi je n'imaginais pas l'ampleur. Je ne croyais pas qu'il mentirait autant. Romain Mazenot, RCF. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propositions de l'aile gauche du PS et du groupe de parlementaires autour de Karine Berger pour éviter qu'on ne touche trop aux prestations sociales de base, notamment les retraites, mais aussi la famille, le logement? Vous vous retrouvez dans ces propositions? Alors, d'abord, je me réjouis de voir que des socialistes finissent par dire ce que je dis depuis plusieurs mois sur ce qu'est la pente. Pas seulement sur telle ou telle mesure concrète, qui sont extrêmement cruelles pour le tout venant, tels que le blocage de l'indice pour les fonctionnaires, jusqu'à la Saint-Glinglin, le maintien des minima sociaux. Bon, pour l'instant. Enfin, jusqu'à 2015 et ensuite, parce que vous savez bien comment ça se passe, ces choses-là. Il faut les faire passer à la petite cuillère. Pas seulement ça, mais sur le diagnostic politique, économique global. Le nombre de ceux qui entendent ce qui est mon discours, mais qui ne m'appartient pas à moi en propre, qui appartient à beaucoup d'économistes, qui est de dire: la France a mis le doigt dans un cercle vicieux qui est qu'en contractant la dépense publique, en procédant à des coupes, elle s'interdit des efforts d'investissement qui seraient indispensables pour relancer l'activité économique de notre pays. À ceux qui trouvaient que ce slogan avait un caractère un peu trop productiviste, j'ai répondu en désignant un horizon de développement. J'ai proposé l'économie de l'entrée en mer. Bien. Si nous ne faisons pas ça, nous, nation jeune, nous n'aurons jamais d'autre résultat qu'une dépression croissante de l'activité, donc une augmentation du chômage, donc une réduction des recettes fiscales, donc une augmentation du déficit, donc l'obligation de recourir davantage à l'emprunt. Si bien que ceux qui croient guérir le mal sont en train de l'aggraver. Et tout cela parce qu'ils font preuve d'un manque absolu d'imagination politique, une espèce d'atrophie du sentiment d'appartenance à cette nation particulière qu'est la France, compte tenu de ce qu'elle est, démographiquement, intellectuellement, industriellement, pour une fascination pour le modèle allemand qui n'en vaut pas la peine et qui est avant tout un modèle construit sur la rémunération de la retraite par capitalisation du cœur de l'électorat de Mme Merkel. Voilà, point. C'est une politique pour les vieux Allemands à la retraite. Mais nous ne sommes pas des vieux Allemands à la retraite, nous sommes le peuple le plus jeune d'Europe. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Dans ce bilan très négatif que vous dressez de l'action gouvernementale depuis 2 ans, est-ce qu'il y a une mesure que vous saluez? Non. Aucune? Non, je sais qu'on me dit, mais dites-nous, j'ai vu M. Cambadélis se dire, dis-nous au moins une mesure qui me convienne. Mais que pourrais-je citer? Que pourrais-je citer? Le mariage pour tous? Par exemple, si vous voulez, parce que c'est une liberté plus grande. Mais les choses se sont passées dans des conditions épouvantables. On a vu le chef de l'État lui-même douter en cours de route et dire qu'il accorderait je ne sais quelle liberté de conscience aux officiers d'état civil que sont les élus municipaux, inventant une espèce de droit de dérogation à l'application de la loi qui, indépendamment de la question du mariage pour tous, qui porte à polémique en effet, pourrait s'étendre à d'autres domaines. Je ne suis pas d'accord avec la loi, alors je demande à ce qu'elle ne s'applique pas à moi. Mais c'est absolument invraisemblable. Il a donc, en quelque sorte, validé le raisonnement d'après lequel il s'agirait, à propos du mariage pour tous, d'une option purement idéologique et non pas en rapport avec des libertés publiques et civiles, que l'on peut désapprouver. Mais que lorsqu'on est de gauche et qu'on s'est fait élire sur ce thème, on doit au moins tenir par, je dirais, honnêteté intellectuelle devant le pays. Car ne l'oublions pas, le droit de discuter est entier. Le droit de ne pas être d'accord est entier. La démocratie n'impose pas des convictions. Elle propose un mode de décision, ça n'a rien à voir. 51 ont décidé, donc 49 sont obligés de s'incliner. Je m'incline devant la loi, même lorsque je suis opposé à elle. Eh bien, si le chef de l'État, le premier, vient à dire que cette loi contient un élément moral suffisamment choquant pour que chacun puisse l'appliquer ou non, il engage lui-même très mal la partie. Et il a en quelque sorte contribué à choquer, froisser les esprits que cette nouvelle liberté, déjà, mettait mal à l'aise.
Romain Masneau, RCF. Oui, on parlait de politique familiale. On sait qu'elle est dans le viseur du gouvernement avec la prime de naissance qui pourrait être réduite. Est-ce que vous dites finalement les familles aussi, la politique familiale doit être mise à contribution ou est-ce qu'il faut protéger Non, mais moi je ne suis d'accord avec à peu près rien de cette politique d'austérité. Ouais. Je suis d'accord pour redéployer les moyens de l'État d'une manière permanente en fonction des objectifs de la nation. Je suis d'accord pour avoir une politique, je ne m'oppose pas à la rigueur, il y a un bon usage de la rigueur dans la gestion budgétaire. Je ne suis pas contre la rigueur, je suis contre l'austérité. L'austérité, c'est pas seulement des coupes de la dépense publique, c'est toute une vision de l'économie qui aboutit à cette idée absurde que c'est la politique de l'offre qui relance l'activité humaine et la vie de la société. Et le président de la République, s'offrant par-dessus le marché le ridicule, d'aller citer Jean-Baptiste Say, un économiste du XVIIIe siècle, c'est-à-dire antérieur à Karl Marx lui-même, n'est-ce pas, pour en tirer des leçons absurdes d'après laquelle c'est l'offre qui crée la demande. Il n'y a pas un économiste qui croit à une sornette pareille. Les libéraux y croient. Jean-Baptiste Say, c'est la référence avec Ricardo des penseurs libéraux d'aujourd'hui. Oui, mais nous savons depuis que ce n'est pas de cette façon que l'activité humaine peut se déployer. Je mets de côté ce que serait une activité totalement planifiée, qui à mon avis n'est pas jouable. N'a pu être imaginé qu'à certains moments de l'histoire, en raison du fait qu'on se représentait le déroulement de la société comme extrêmement linéaire. Depuis, la science nous apprend qu'il y a un principe d'incertitude, et donc de toute façon, ça ne marcherait pas. La planification qui est possible, c'est la planification de la transition écologique de notre modèle économique. Ça, c'est un effort immense qu'il faudra faire. Écoutez, prenons un instant de recul sur l'histoire de la civilisation humaine. C'est ça qui nous importe. La mer va monter d'1,40 m d'ici à 2100. Donc nous allons devoir déménager tout le littoral. 50% des Français vivent à moins de 100 km d'une côte. Ensuite, la mutation climatique, qu'elle soit le fait de cycles longs du climat ou de l'activité humaine ou de la combinaison des deux, a lieu. Est-ce que vous croyez qu'on va régler ces problèmes avec les sornettes sur la politique de l'offre, produire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, pour que tout le monde consomme toujours plus des choses dont il n'a pas besoin, tandis que ce dont les gens ont besoin n'est pas pourvu en suffisance. Donc c'est un modèle absurde de civilisation. Et donc cette civilisation est en crise. Voilà le fond de l'affaire. Donc, quand vous me parlez de la politique familiale, voyez la sottise d'un raisonnement comme celui-là, comme celui-ci. Alors voilà, il y a là une dépense qui se fait, on va couper dedans. Mais la politique familiale n'est pas parfaite en France, loin de là, il y aurait beaucoup à dire. Mais regardons-la comme un tout. Est-ce que ça vaut la peine d'aider ou non les familles à accueillir les enfants et à se constituer? Voilà la vraie question. Eh bien oui, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et qui doit le prendre en charge? La société tout entière. Comment devons-nous nous occuper des enfants? Comment? Jusqu'à quelle limite? Du mieux que nous pouvons. Et cela est sans limite de l'occupation que nous devons nous donner de nos enfants et de nos anciens. Voilà. Donc tout ça est absurde. La force de la France, c'est son dynamisme. C'est sa jeunesse, c'est le fait que c'est un peuple qui n'a jamais su rester assis. Voilà, pour la raison qu'il y avait toujours un jeune qui est en train de courir dans nos jambes ou qui voudrait bien s'asseoir à notre place. Eh bien, c'est tant mieux. C'est ça la dynamique intime, profonde du peuple français. Nous vieillissons quand même. Le peuple français vieillit quand même. Et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens. Monsieur le Président, pensez à nous, pensez à nous. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Credibility of its economic forecasts has caused most unease, particularly concerning Greece, which has received €240 billion in loans so far. In 2011, the Troika predicted economic growth in Greece of 1%. However, the reality was a 7% shrink. Just a one-off, you might think. Then, in 2012, they predicted 2% growth, which ended up as a further 4% downturn.
Those running for election to the European Parliament this year say that the current systems in place for trying to deal with the crippling debts in some parts of the Eurozone just aren't working, and that a new solution other than the Troika will have to be found in the next Parliament. With some accusing the Troika of trying to cover up its mistakes. There is quite a bit of propaganda going on right now, trying to make people believe that there is an improvement in those southern European countries. In fact, there's no improvement that I can see, because the debt situation is worse than ever. The banking crisis is still not resolved. An inquiry into the Troika's handling of the crisis could publish its findings in late April, a month before Europeans vote in the next EU Parliament. Peter Oliver, RT Germany. Entendez-vous, madame, qu'il n'y a pas de liberté sans égalité qui puisse produire quelque fraternité que ce soit entre les travailleurs du continent? Ce que nous réclamons, ce n'est pas la restriction de la liberté, c'est la promotion de l'égalité sociale. Sans cette égalité, eh bien, les travailleurs ne sont pas exploités pour leurs compétences, mais pour leur compétition. Et c'est cela que les Français, les salariés, les syndicats et le socialisme refusent. L'entendez-vous ?